Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est un assassinat qui a surpris pas mal de monde. Sidi Ibrahim Ould Sidati, un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali et président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, a été assassiné par balle mardi matin à Bamako. Signataire de l'accord de paix de 2015 avec les autorités maliennes, son assassinat, pour des raisons non encore élucidées, pourrait avoir une influence sur le processus de paix au Mali, qui a tué Sidi Ibrahim Ould Sidati, qui pourrait avoir un intérêt après sa disparition, qui emporte la responsabilité, quelle influence sur la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad Mali, assassinat du président en exercice de la CMA, quel commanditaire et influence sur le processus de paix. C'est le thème du plateau du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous sur ce plateau, sur le même date. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, Joris. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Sur le même date, ma première question pour vous, déjà, est-ce que, selon vous, c'est possible d'assassiner un leader, je dirais, de ce niveau-là, en pleine ville, à Bamako? Il faudra s'interroger déjà sur la capacité sécuritaire, n'est-ce pas, du pouvoir en place, à sécuriser aussi bien les personnes que les biens. Et mieux, ce type de personnage doit avoir autour de lui une certaine garde. Il y a des précautions sécuritaires qui sont prises par rapport à ce genre de personnage. Aller jusqu'à l'assassiner en pleine ville, pas en brousse, pas dans le désert non plus, en pleine capitale et surtout devant son portail, hein, à une heure qui est reconnue comme étant une heure de pointe, une heure de réveil. C'est dommage pour l'appareil sécuritaire du Mali. Et il faut que des dispositions soient prises pour que de tels événements ne se répètent plus. Si on doit continuer à avoir ce genre d'assassinat, qui sait sur la personne de ce monsieur qui est le président de la coordination des mouvements de l'Azawad, ça donne à réfléchir. Et ça n'augure pas d'un lendemain meilleur. Alors, Emile Guérin, qui porte la responsabilité de ce crime-là? Est-ce qu'il faut pointer la responsabilité des autorités sécuritaires du pays, donc de la junte qui dirige le Mali? Parce qu'on parle quand même d'un leader qui participe au processus de paix, qui va et vient un peu partout dans le pays, mais qui est à Bamako, en plein centre-ville, et qui se voit donc fusillé par deux personnes qui débarquent devant son domicile. Et c'est une affaire qui est quand même assez rocambolesque. Oui, évidemment. L'assassinat de Ould Sidati, président de la coordination des mouvements de l'Azawad, est assez rocambolesque, comme vous l'avez dit. Je ne saurais pointer du doigt, comme l'a fait le secrétaire général du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, et Bilal Ak-Sherif, qui accuse déjà le gouvernement. Mais ma position est que, comme l'a dit Hamzat, lorsque qu'une autorité, un cadre comme Ould Sidati est assassiné en plein Bamako, ça veut dire que l'appareil, le dispositif sécuritaire est défaillant, absolument, totalement défaillant. Il n'a pas su être bien protégé, sinon c'est assez facile de personnes armées sur une moto qui débarque et qui tire sur lui. Mais il faut aussi reconnaître que cet assassinat est bien prémédité, bien organisé. Ceux qui l'ont commandité savaient qu'il était là en ce moment. D'ailleurs, il faut rappeler que Ould Sidati était à Bamako
dans le cadre des consultations que le Premier ministre, je ne suis pas le Premier ministre, et Mokhtar Ouane, je crois le jour-là même, ou le lendemain, quand il a été assassiné. Il faut rappeler que les accords d'Alger sont en train de piétiner depuis des mois, depuis plus de 6 mois, enfin depuis que cet accord a été signé, parce que les parties signataires ne sont pas en train de respecter cet accord, surtout la CMA, qui considèrent toujours, qui sont toujours dans l'irrédentisme, et ça pose un gros problème. Alors je suis en train de penser là, et quelles sont les motivations, quelles sont les raisons qui peuvent conduire à cet assassinat, et c'est ce qui est sûr, ça aura des répercussions sur l'accord d'Alger, bien évidemment. Est-ce qu'un règlement de comptes? Est-ce qu'une guerre d'influence? Est-ce que c'est du terrorisme? J'élimine pour ma part le terrorisme d'office, mais on va explorer la piste du règlement de comptes ou guerre d'influence, parce qu'il y en a bien, la guerre d'influence au sein de ces organisations et indépendantistes. Alors, M. Blondat, qui porte la responsabilité de cet assassinat-là en plein cœur de Bamako? L'État en premier. C'est celui qui est chargé de sécuriser les personnes et les biens. Ah ben oui, il n'y a aucun doute par rapport à ça. C'est l'État, s'il est un invité, qu'il habitait, je suppose qu'il habite un hôtel, le désert l'Azawad, là-bas, on peut comprendre que là, c'est en famille et ça peut friser un règlement de compte. Mais qu'il soit dans la capitale, au cœur de la capitale, et qu'il n'y ait pas le minimum de dispositions sécuritaires autour de sa personne. En attente de rencontrer le Premier ministre. Mieux. Et non, pire. En attente de rencontrer quand même l'une des premières autorités de l'État. Il faille quand même lui donner une certaine tenaille sécuritaire, un dispositif de jalonnement, un dispositif sur sa personne, les personnes qui sont autour de lui et éventuellement sa maison. Sachant que c'est un personnage énigmatique. Donc l'État malien emporte en premier la responsabilité entière de cet acte. Je ne veux pas dire par là que c'est l'État qui a commis l'acte, mais le fait de ne l'avoir pas sécurisé, n'est-ce pas, à un niveau, disons au plus haut niveau, a permis que 2 individus, et comme il a dit, il faut préméditer, préparer dans les règles de l'art. Et savoir qu'il sort tous les matins certainement pour aller, je ne sais pas. Oui, et qu'il s'en aille comme ça, pour un homme averti de son rang. Et qu'il s'en aille directement comme ça vers son portail. Il faut se poser des questions. L'assassinat, c'est un assassinat. Il faut chercher maintenant à savoir quelles sont les motivations réelles qui ont poussé à cela. Est-ce un règlement de compte? Est-ce pousse-toi de là que je m'y mette? Est-ce le pouvoir qui le voyait comme étant quelqu'un de vraiment perturbant? Ou la grande puissance avec laquelle il causait à l'époque sur la sécession de l'Azawad? Est-ce que cette puissance-là aussi ne trouve pas qu'il en est de trop et qu'il faut s'en débarrasser? Vous savez, il y a beaucoup de crimes en Afrique qui restent malheureusement inexplicables, qui ne sont pas expliqués. Parce que vous voyez souvent qu'il y a des attentats, mais les enquêtes ne sont pas aussi propres, menées dans les règles de l'art pour dénicher quelles sont les zones d'ombre et les zones d'ouverture. Mais un assassinat en plein ciel ouvert comme ça, en plein Bamako, ça donne à réfléchir pour des gens comme nous qui sommes souvent des touristes et qui peuvent être aussi catalogués. Alors, Emile Guérin, on sait que les autorités actuelles au Mali ont promis la sécurité aux personnes. On sait que ces autorités-là sont des personnes averties en matière de sécurité. C'est des militaires qui dirigent donc l'État malien. Mais qu'on en vienne on va dire, à abattre une personnalité de ce rang-là, qu'est-ce que ça peut cacher? Est-ce à dire que les autorités maliennes aujourd'hui ne sont pas assez au fait des questions sécuritaires au-delà de tout? Non, ils sont obligés parce que le Mali traverse une situation troublée. Et ce pays est dans les eaux troubles actuellement. Donc les autorités, quelles que soient les autorités actuelles ou à venir, ils sont obligés d'avoir une politique sécuritaire adéquate et opérationnelle. Ce qui s'est passé, cet assassinat, je réfléchis, il me dit, mais lui-même, en tant que chef rebelle, ex-chef rebelle, il devait savoir qu'il fallait forcément demander une sécurité autour de sa maison. Peut-être qu'il était si confiant.
Mais lorsque vous lisez bien l'accord d'Alger, tout part de là. C'est un accord dont on a obligé pratiquement le gouvernement malien a signé. Il faut rappeler cette situation au sein même de l'Azawad, ce qu'ils appellent l'Azawad, donc dans le nord du Mali. Ce monsieur, il est du nord-ouest, donc de Tombouctou. La population majoritaire n'a pas pris les armes. La c'est les Songhai, comme on les appelle, et les Bilal, je sais pas, voilà un peu, et les Peuls, sédentaires. Ceux-ci sont des nomades arabes et Touaregs qui sont venus, les Touaregs qui sont des déchus militaires de Kadhafi, et puis les Arabes d'Algérie. Et lorsque l'accord est mis sous l'égide de l'Algérie, alors que ce sont des rebelles arabes venus d'Algérie qui ont fusionné avec les Touaregs nomades qui ont déclenché cette rébellion en 2012. C'est vrai que ce n'est pas le premier acte de séparatisme dans cette zone-là. Il y en a eu en 64, je crois, 90, et puis oui, au moins 4 fois comme ça. Alors cette fois-ci, puisque les armes circulaient plus facilement à cause du bazar semé à Tripoli, en Libye, c'est assez plus facile. Et donc l'armée malienne a été mise en déroute, vous vous souvenez. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que cet accord est très impopulaire au Mali, très impopulaire par les nationalistes, les sédentaires au Mali. La position, et quand la junte militaire a pris le pouvoir, il y a une forte pression de l'Algérie, du pouvoir algérien sur la junte. D'ailleurs, la dernière fois, je crois en mars dernier, le président Dawa a dû voyager pour aller régler ces questions-là en Algérie. Il a rencontré le président, il a rencontré le premier ministre, il a rencontré le ministre des Affaires de la Défense algérien, le chef d'état-major de l'Algérie. Il était parti avec ce ministre de la Sécurité et de la Défense. Donc, et la pression est forte. L'ONU a même renouvelé les sanctions contre l'État malien pour n'avoir pas respecté l'accord de l'Alger qui devait être mis en place depuis. Ils sont obligés, la junte, à mettre en place, en dehors du comité de suivi de l'accord, le CSA, ils ont mis en place un comité d'orientation stratégique pour appliquer l'accord. C'est ce qui a abouti en février dernier, je crois, à l'entrée de 600 armées recomposées, restituées, 200 de l'armée loyale, 200 des rebelles et 200 des plateformes. La plateforme, c'est l'une des organisations qui ont signé l'accord du Mali. Et ils sont allés implanter le drapeau. Ils ont même tenu une première réunion du comité de suivi de cet accord en présence du premier ministre et algérien. Donc la pression est trop forte sur la junte militaire. La junte militaire est dans une position de se retirer et de laisser gérer le gouvernement élu prochainement. Et donc c'est un peu compliqué qu'on constate qu'il y a des lésés, qu'il y a des marginalisés dans cet accord et que ces rebelles se sont taillés la part du lion, surtout au niveau du CMA. C'est composé essentiellement de Touaregs et des Arabes qui se sont rebellés. Et la question se pose aujourd'hui s'il faut respecter cet accord. Je me rappelle qu'en septembre 2020, le 22, je crois, bien si je ne dis pas de bêtises, l'ex-président malien Ibeka, dans son adresse à la nation, il avait évoqué cet accord de façon stupide en disant qu'il fallait revisiter cet accord tout en cadrant l'esprit de l'accord. Ça avait choqué la CMA qui a quitté l'accord de l'Algérie, qui a boudé. Et c'est après qu'ils étaient revenus. Donc, avec cette situation, vous voyez la tension déjà. Alors, si ce crime-là, ça peut être des nationalistes maliens qui ont fait ça, ou des gens qui ne veulent pas respecter l'accord, enfin, du côté du pouvoir, pour dire si nous tuons celui-là, et on va pousser la rébellion à reprendre les armes. On va pousser la rébellion. Parce que, n'oubliez pas que Ould Sidati est très modéré. C'est un négociateur fin. Je l'ai suivi la veille de son assassinat, il a accordé, sur une chaîne locale malienne, où il estimait que le gouvernement doit tout faire pour mettre en place un conseil de transition pour appliquer l'accord d'Alger. Donc il tient beaucoup aujourd'hui à l'accord d'Alger. Et quand je l'ai entendu dire, sans cela, nous n'allons pas
désarmer. Parce qu'il y a une politique imposée par cet accord qu'on appelle DDL, désarmement, démobilisation et puis réinsertion, qu'ils n'ont pas appliqué. Parce qu'ils gardent encore les armes jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, tant qu'il n'y a pas l'entame de l'application de cet accord, nous n'allons pas laisser les armes. J'avais eu peur pour lui et le lendemain, il a été assassiné. Alors, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a, comme qui dirait, des tensions au sein même de la CMA. On sait que ces leaders indépendantistes armés-là, tout le monde n'est pas pour forcément revenir à une table de négociation ou faire de la paix. Ould Sidati était effectivement perçu comme quelqu'un qui arrivait quand même à concilier, à coordonner et à ramener tout le monde dans un esprit de paix et de dialogue. Est-ce que cela n'est pas aussi un des mobiles qui peut expliquer le fait qu'on en ait voulu à sa vie? Il faut analyser, comme je le disais, le côté auto-toi que je m'y mette. En ce sens-là que c'était quelqu'un qui était un rassembleur. C'était un leader politique qui, je ne vais pas dire goûter à toutes les sauces, mais qui essayait d'équilibrer le jeu. Mais vous savez, dans des batailles où on est amené à prendre des armes et tout ça, là, les négociations ne sont pas du genre négociations politiques où on va s'asseoir autour d'une table, autour des résolutions, on se lève, on s'en va. Il y a toujours des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont soit pour l'avancement de ces accords, ou soit pour les faire échouer, pour les détruire. Ouais. Donc, il devait lui-même, compte tenu de sa position, se rendre compte qu'il jouait en même temps sur les deux tableaux et qu'il pouvait se faire des ennemis. Ces ennemis-là qui en ont voulu à lui au point où aujourd'hui il se retrouve sous terre, la question reste posée. Est-ce aussi que, bon, comme je vous l'ai dit, suite aux accords d'Alger, la puissance qui leur avait promis à l'époque en disant, voilà, bon, on va essayer de voir si on peut négocier une sécession, et qui s'est remis en cause dès le lendemain parce que les institutions sous-régionales et régionales se sont réveillées pour dire, attention, vous nous amenez vers quoi, là? Pour que le pays colonisateur se révise. Est-ce eux aujourd'hui qui pensent qu'ils deviennent nuisibles ou bien ils leur font perdre du temps? Il faut se poser cette question. Maintenant, le troisième larron, c'est les indépendantistes, peut-être des nationalistes qui voient en lui quelqu'un qui trouble le sommeil, qui fait troubler le sommeil, par exemple, au Mali, dans son ensemble, parce que pour nous, le Mali, les États africains en général doivent rester un et indivisibles. Il n'y a pas à négocier sur les histoires de partition ou machin. Il faut ça, moi, je suis entièrement contre. Donc, s'il n'a pas su prendre, du point du haut de sa position, toutes les dispositions, sachant que c'est un homme des armes, toutes les dispositions sécuritaires, n'est-ce pas, pour préserver sa propre vie. Mais écoutez, quelque part, bon, les enquêtes détermineront, n'est-ce pas, la suite. Mais il est à déplorer que le Mali vient encore de se mettre encore un autre poignard dans le dos. Parce que ça ne va pas être une situation aussi facile à gérer. Pourrions-nous avoir un autre négociateur de sa trempe? Je pense qu'on n'en a pas eu autour de lui. Et c'est là où le problème va véritablement se poser. Entre ceux qui vont se dire il faut qu'il y ait une revanche, ceux qui vont se dire non, essayez de tempérons pour voir un peu là où ça va nous amener, et le pouvoir en place qui ne saura pas quoi faire, parce que là, eux, ils ne pensent qu'aux élections prochaines, comment finir la transition dans les règles de là et puis rendre le pouvoir. Encore qu'il faille réfléchir s'ils sont vraiment dans la logique de vouloir rendre le pouvoir. Alors, que doit faire la CMA aujourd'hui après cet assassinat? Moi, je crains... Honnêtement, je crains une vengeance. Parce qu'il y a des voix qui s'élèvent déjà. Déjà, je crains beaucoup parce que, à part Sid Brahim Ould Sidati, il était difficile de retrouver un homme modéré de négociation dans le rang de la CMA. Il y a des lions du désert là-bas qui sont prêts à reprendre les armes et à tirer partout. Et malheureusement, c'est les populations civiles qui en pâtissent et qui s'organisent aujourd'hui aussi, surtout dans le pays d'Ogon, en milice redoutable. Il y a une milice qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, et encore un pays d'Ogon qui compte jusqu'à 5000 au-delà, et qui réussit bien à sécuriser
le pays de Gong contre les djihadistes. Qui demande même le départ de l'armée malienne. Absolument. Qui sécurise. Aujourd'hui, enfin, ils veulent bien que l'armée malienne les soutienne. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas assez de moyens, ils participent. Mais le malien est en train de jouer un peu à de l'hypocrisie. Ça leur plaît bien parce que c'est bien sécurisé. Il y a des zones où vous pouvez dormir facilement, vous pouvez entrer facilement. Les djihadistes ont du mal à pénétrer. C'est des chasseurs redoutables là-bas qui sont en train de mettre la sécurité. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, et qui accusent tout le temps la CMA d'être complice. Même Issoufou l'avait fait, je crois en 2019, et ça avait créé, à 3 reprises, ça avait créé une tollée générale. Il a été obligé de recevoir les chefs rebelles Touareg. Exactement. Il n'a pas reçu les Arabes. Donc, le camp de la CMA ici, il ne les a pas reçus. Mais il a reçu les Touaregs, il a discuté, les a calmés, il les a fait séjourner dans le beaux hôtels. Et puis bon, voilà, ça y est, ils étaient repartis. Ah, pourquoi? Parce que les djihadistes sont... Enfin, la CMA est accusée de complicité avec les djihadistes qui viennent sévir et pas dans toute cette tranquillité. J'ai évoqué tout à l'heure le comportement dans le pays de Gong. Mais la CMA contrôle le nord du Mali. Pourquoi encore les djihadistes peuvent sévir? Et ils sont lourdement armés, très bien entraînés. Il peut pas, c'est pas possible qu'on continue d'avoir des entrées, des percées djihadistes qui tuent la population. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai suivi, il dit, attention, il mettait en garde la junte militaire, il y a 2 jours avant son assassinat, pour ne pas en arriver à la somalisation du Mali. C'est des propos très graves qu'il avait dit à la télévision, dans une chaîne de télévision malienne. C'est très grave. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut reprendre les armes. Alors je me suis dit tout parce que quand l'armée malienne était retournée à Kidal, implantée depuis 2014, le drapeau malien, le ministre de la Défense, je crois, Sadio Camara, a dit clairement qu'il n'y a qu'une seule armée, c'est l'armée malienne qui doit prendre le contrôle. Donc déjà dans la tête, il n'était pas trop pour cet accord. Beaucoup d'intellectuels maliens, quand vous lisez l'accord, franchement, l'accord est biaisé. J'ai même entendu Internet Crisis Group qui a dénoncé cet accord, qui n'a pas tenu compte des réalités endogènes du Mali, surtout du nord du Mali, où les sédentaires qui sont majoritaires n'ont pas pris les armes. Mais quand vous voyez les différentes compositions des structures qui gèrent cet accord du Mali, c'est les Arabes, les Touaregs qui ont pris près de 70% des membres de la CMA ont pris le contrôle des différentes structures contre à peine 10 ou 15-20% des populations sédentaires. C'est vrai aussi, vous évoquez tout à l'heure une guerre d'influence parce que avant, et Ould Sidati faisait partie de la coordination des Arabes de l'Azawad, CAA, qui a eu de scission. Certains sont pro-gouvernementales. Certains sont allés, enfin, et ces associations-là, d'autres sont restés dans la rébellion avec des armes. Ça veut dire que Ould Sidati est clair et net. Si l'accord d'Alger n'est pas respecté, nous allons séparer le Mali en 2. Ce que les vrais Maliens ne veulent pas entendre. Le Mali reste un et indivisible. Alors par rapport à ça, je pense que Ibeka avait raison de penser qu'il fallait revisiter l'accord du Mali. Je me demande quels sont ces intellectuels qui se sont assis pour élaborer un tel accord. Ça n'a aucun sens. Où il y a une rente extraordinaire et financière qui devait être allouée à ces rebelles-là. C'est pratiquement une fédération. Le Mali deviendra pratiquement une fédération. D'ailleurs, bien que la CMA est la première à ne pas respecter l'accord du Mali, en mettant l'accord d'Alger, en mettant leur propre drapeau, en faisant des revues de troupes extraordinaires, époustouflantes, impressionnantes et redoutables. Et donc, avec cette connivence avec les djihadistes, je dis, ils ne sont pas crédibles pour ma part. Et il faudra donc la CMA aujourd'hui, je crains fort que ce soit les lions du désert qui reprennent la CMA, et là, ça va crépiter. Alors, peut-on effectivement accuser la CMA de connivence avec les terroristes? C'est Issoufou qui l'a dit. Il y a des voix mieux informées que la nôtre qui le crient tous les jours sous des micros devant des caméras. Mais ouais. Il faut que les autorités maliennes lisent entre les lignes.
n'est-ce pas? L'accord d'Alger, il y a des points sur lesquels vraiment c'est pas la peine. Et on ne peut pas partiser un pays. On ne peut pas non plus le rendre en fédération parce qu'on est d'une ethnie différente. Un pays est indivisible. Ouais, et là se pose aussi le problème le problème de la suprématie. C'est ça. Et des ethnies. Absolument. Ouais. C'est ça le problème de la suprématie. Et des ethnies. Il faut voir aussi le point défavorisant par rapport à tout ce conflit. C'est ceux qui ont voulu aider le colonel Kadhafi, qui ont traversé les frontières, oui, qui ont été, et à sa défaite, sont revenus avec tout le pactole qu'ils ont ramassé là-bas. Et qui sait, le désert, il n'y a rien d'organisé dans le désert. Bon, les gens ont eu le temps de se structurer. Ils ont eu le temps comme il a bien dit, c'est des gens qui se croient déjà dans un État, je veux parler de ceux qui prônent pour l'indépendance de l'Azawad, qui se croient dans un État complètement indépendant. Ils ont des fêtes qu'ils font, ils sont régis par des lois, même des machins, et la charia. Et ils font je ne sais pas si vous avez déjà vu le défilé militaire. Il est au-delà même de ce que fait l'armée malienne. Avec du matériel de guerre, mais je ne vous dis pas. Donc ça, normalement, les autorités maliennes devaient s'inquiéter de cet état de fait. Et partant, chercher les voies et moyens par lesquels rassembler tout le monde. Doit-on retourner en guerre contre la CMA? À mon avis, non. À mon avis, non. Sous cette transition-là, il faut ramener tout le monde vers l'objectif final qui est un Mali unifié et pas divisé du tout. Mais dans vos analyses... Et trouver... Non, ce sont mes analyses qui poussent à voir ce que je vous dis. Mais ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois. D'autres présidents en parlent. Il vient d'énumérer le cas de Youssoufou ici qui a dû rattraper et ramener des gens qui sont venus dormir dans des hôtels aux frais du contribuable nigérien. Juste pour faire taire certaines velléités. Ouais, c'est une manière de dire, en fait, bon, vous convoquez tout le monde, nous qui avons les armes, vous pensez que vous allez nous ignorer, on va vous montrer de quoi on est capable. Et on les appelle de la non, on dit non. Bon, photos de femmes, on a vu les photos. Dont le décédé faisait vraiment le premier plan. Donc, il faut analyser le problème de manière assez technique et stratégique. Est-ce que sa mort augure d'un lendemain meilleur ou non? La question reste posée. Qu'est-ce qui a dû pousser à ce qu'il se retrouve aujourd'hui exclu, disons, sous terre aujourd'hui? Et en troisième position, quelles sont les dispositions que l'armée, la transition prend pour que ça ne vacille pas? Parce que, ouais, là, depuis qu'ils ont appris qu'il est mort, il y a des groupes déjà qui, on retourne au pactage et puis on commence par, on réveille les vieilles sensibilités, on réveille les vieux démons. S'ils ont pu arriver jusqu'à Bamako, l'assassiner, quasi vous prouvez que Bamako n'est pas déjà très infiltré. Moi, je me pose cette question. Et que dans les deux cas, c'est-à-dire du côté du gouvernement, il commence pas à y avoir des assassinats, ce que je ne souhaite pas, je veux dire des autorités de la transition, et de l'autre côté aussi, il commence pas à avoir des velléités de guerre. Un pays doit, les autorités à charge d'un pays doivent avoir le souci constant de la paix et de la sérénité pour les citoyens. Ce n'est que par ce canal-là qu'on peut se développer. Si on doit se lever tous les jours, et puis moi je suis cette histoire de gouvernement transition à répétition, là, il faut mettre un terme à ça. C'est en cela que moi je ne suis pas souvent d'accord avec le discours de Barack Obama qui dit qu'il faut des institutions fortes. L'Afrique a besoin d'hommes forts, des gens capables d'eux. Il faut remettre le pays sur les rails. Et puis le Mali, ouais, ça touche le Mali, ça contamine le Burkina, le Niger, qui sait demain, qui s'en vient pas chez nous. Donc le problème, à chaque fois que le Mali est frappé par un incident, soit-il politique, socio-culturel, culturel ou militaire, ça devait concerner tous les États de la sous-région. Ouais, hier, écoutez les informations, on dit que le Tchad est attaqué. Ouais, c'est un truc qui n'arrêtera pas, ça n'arrêtera pas de sitôt. Nos autorités, et je remarque quelque chose, nos chefs d'État font des sommets sur la sécurité. Mais personne ne va là-bas dire, chez moi, il y a eu feu, que penses-tu de telle ou telle implication? Ils ne parlent pas de ça.
Ils ont des sommets qui durent 6, 7, 8 heures de temps. Et ils reprennent les avions, ils sont partis. Mais c'est des sommets champagne. Il faut arrêter ça. Les frères qui sont alloués à un avion pour aller au Tchad, là. Il faut prendre ces frères-là pour nourrir les troupes qui sont au front et leur donner les moyens de combattre le terrorisme. L'Afrique est obligée de retourner, n'est-ce pas, à la formation, n'est-ce pas, des hommes dont le moral est formé, forgé, formaté pour lutter contre le terrorisme. Et si en interne, vous remarquez des velléités de sécession, mon cher ami, il n'y a pas de cadeau à faire à ce niveau-là. On ne divise pas un pays pour le vouloir de le faire. Parce que déjà, ce n'est pas facile de les diriger. Si vous venez encore foutre le bordel, ben, écoutez, ouais, je déplore ce qui s'est passé chez nous. Et je souhaite qu'il y ait une émission dessus. Moi, je dirais au peuple béninois ce que je pense de ça. Alors, Emel Guéré, un suspect a été arrêté. Il tenterait de partir par un vol. Est-ce qu'aujourd'hui, on gagnerait à savoir, est-ce que les autorités maliennes gagneraient à isoler et à savoir exactement qui a commandité ou qui a exécuté Ould Sidati? Oui, le gouvernement a intérêt à savoir, à mettre la lumière. D'ailleurs, la CMA a appelé à une enquête, à une commission d'enquête indépendante et transparente, et avec une implication totale des autorités en place actuellement. Ça veut dire que le gouvernement a totalement intérêt à savoir qui a fait ça pour que, comme l'a dit Abzat, les âmes ne parlent pas. Ne repartent pas de plus belle. Vous avez surfé tout à l'heure sur la suprématie raciale. C'est très important. Et c'est ça, tout ça qui a biaisé au niveau de l'accord du Mali. Quand je prends par exemple l'article 28, je crois, de l'accord d'Alger, et qui stipule que, en matière de sécurité, toutes les composantes sécuritaires doivent être sous l'autorité locale. Or, l'un des points de l'accord demande ce qui est des élections au suffrage universel en matière d'élections locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette régionalisation prévue dans l'accord d'Alger est un fédéralisme qui ne dit pas son nom. Exact. Alors, les Maliens créent ceci. C'est-à-dire que si cet accord est mis en application, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils ne vont pas adopter une indépendance totale comme on l'a connu dans l'Est-URSS avec les États, la Fédération? Ça pourrait arriver. Donc cet accord ne sécurise pas, ne garantisse pas que le Mali va rester intact. Et les sédentaires dont j'évoquais tout à l'heure, la situation étaient des tributaires de ces Touaregs et Arabes, surtout les Arabes, et qui aujourd'hui estiment que non, mais écoutez, il faut que on sorte de cette situation tributaire par rapport à eux. Et ça gêne beaucoup, ça crée un gros souci. Alors donc pour ma part, la CMA, parce qu'ils ont pris des armes, qu'est-ce qui a abouti à cet accord? Il faut comprendre la situation. D'abord, quand cette rébellion s'était lancée en 2012, c'était avec un national redoutable. Et ils étaient à quelque part, enfin, ils étaient presque en train de marcher vers le sud déjà, quand l'armée française était intervenue dans ce qu'on a appelé la Serval, je crois, quelque chose comme ça. Merci. Et quand ils ont vu le dispositif, ils ont eu peur. Ils étaient sûrs, en allant au front, beaucoup de Français allaient mourir. Donc il faut rapidement signer un accord, quelles que soient les conditions. L'État malien n'avait pas le choix. De l'autre côté aussi, ces Arabes venus étaient Touaregs qui sont là avec la frontière algérienne. Ça pose un problème pour l'Algérie. Si on ne fait pas vite, ils peuvent aussi sévir. L'Algérie qui a été victime du terrorisme pendant des années. 90. Et bien, ce qui me désole là, mon cher ami, les États, quelles sont nos armées au niveau de l'Afrique? C'est ça le vrai problème. Merci. Pour qu'un État de la CEDEAO en danger, agressé par des étrangers, il fallut la France pour venir le sauver. L'Algérie pouvait le faire.
C'est vrai qu'il y a un comité conjoint façon là avec des armées où vous allez retrouver la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Mali, je crois bien, si je me trompe, le Niger aussi. C'est au niveau de la Seine-Sainte. Oui, voilà. Mais ils n'ont pas été opérationnels, du tout pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune armée africaine ne peut aller secourir son frère, son voisin. Ça pose un gros problème. Si la France n'était pas là, qu'est-ce qui allait se passer? Le Mali serait dessous, aujourd'hui, tout le monde serait sous la charia aujourd'hui. Parce que, preuve, la CMA, toutes ces associations, toutes ces organisations avaient pactisé avec les djihadistes. La lutte avait commencé avec les djihadistes, surtout en Sardine de Yagadali. C'était ça. Avec ACMI, tout ça, la lutte avait commencé tous ensemble. C'est au moment où l'armée française les avait stoppés que les dissensions commençaient entre eux. Chacun commençait parce qu'ils ont dit, ah, attention, si nous continuons à être de connivence avec les djihadistes, personne ne nous prendra au sérieux. Parce qu'on ne négocie pas avec les terroristes, vous le savez bien. Et donc, ça fait que certains se sont dit, bon, écoutez, nous allons entrer dans une logique intellectuelle pour discuter avec l'État malien. Moi, je pense que cet accord doit être revisité à fond pour satisfaire tous les Maliens. Parce que si cela a été appliqué en l'État, l'État malien va entrer dans la déliquescence totale. Et puis, le séparatisme serait là. Alors, sur le mandat, est-ce que la piste djihadiste, par rapport à cette attaque-là, est une piste possible? Ah, c'est la première des pistes. À mon avis, si le Mali est en insécurité, ce n'est pas du fait des Maliens ou des Touaregs ou des machins, c'est du fait de ceux qui nous vendent l'islamisme. Encore que, bon, la religion islamique n'est pas celle-là qu'on nous fait voir. Et la piste, c'est la première des pistes. Je crois que le plus idiot enquêteur de la profession ne va pas plancher sur autre phénomène que celui-là en premier. Et ensuite viendront les autres velléités de possibilités de constater si c'est pas du côté politique, est-ce que c'est pas un règlement entre eux, est-ce que c'est pas un assassinat pur et dur, est-ce que c'est pas dû à un phénomène nationaliste, etc., etc. Mais je voudrais rassurer mon co-débatteur sur le fait de ne pas négocier avec les terroristes. Moi, si vous demandez mon avis personnel, moi, je suis coagulé dans ce domaine. Il ne faut pas négocier avec les terroristes. Mais ceux qui nous chantent cette chanson-là, ce sont les premiers qui négocient. Vous avez suivi le reportage? Ah ben oui, la France, l'État colonial, qui nous dit on ne négocie pas avec les terroristes. Mais c'est les premiers qui envoient des valises qui sont parfois mal gérées et qui poussent à la dislocation de cette groupe. Les États-Unis. De cette groupe. Oui. Oui. C'est un cas particulier. La mais Russie aussi. Non, la Russie en premier. Ah oui. C'est jusque dans les chiottes, il a dit. Donc, excusez-moi le terme. Bon, ouais, mais c'est l'argent aussi qui divise ces groupes armés. Le fait que, bon, tel groupe, on s'est entendu que sur la rançon que, bon, moi, je devais prendre. Ouais, je vous ai souvent dit ici que cette histoire de djihadisme, machin, là, c'est un business qui ne dit pas son nom. Ah oui. Il y a le business de l'armement. Il y a le business, vous avez vu tout dernièrement, on a vu, plaise à Dieu, que ça ne soit pas vrai, mais des images d'organes humains qui ont été découverts à l'aéroport de Chine. Hein? Des troisième membre humain. Vous comprenez? Donc, une quantité. Comment on peut vous expliquer des trucs comme ça en provenance du Nigeria, dit-on? Dieu seul sait. On se pose des questions. Est-ce que réellement, parce que moi je pense, et je l'ai toujours dit, la première chose à offrir à un peuple, c'est d'avoir la sécurité. Tout part de là. Ensuite, vous tablez sur l'éducation, tous les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Mais si vous n'arrivez pas à sécuriser les hommes, leurs biens, comment voulez-vous gouverner un pays? Vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est en cela que tout dirigeant qui a encore à charge le fauteuil présidentiel ne doit pas négocier sur des questions liées à la sécurité, à la protection. La mort de ce monsieur-là, attendons les semaines à venir pour voir ce que ça va donner, hein, parce que vous savez que dans une troupe,
qu'elles soient militaires ou organisationnelles, à caractère rébellion, djihadisme, tout ça, ils ont toujours des hommes qui sont des mordus. Dans votre famille, vous avez certainement des gens qui sont passez-moi le terme, des vétérans, des gens, ils pensent que vous, ils raisonnent, ils mangent, ils dorment que vous. Et puis, il vous arrive qu'on note la vie à disons, le monsieur qui est en tête. Mais rassurez-vous que les gens, ils seront capables de faire n'importe quoi en ce moment-là. Ils vont se lever, ils vont prendre des armes, ils vont faire des bêtises. Et Dieu seul sait que ce monsieur-là, qui est un fédérateur au niveau de ce qu'ils appellent l'Azawad, de tous ces mouvements-là, s'il est arrivé à décimer, le premier mouvement qui va faire des revendications, c'est d'avoir son propre mouvement à lui. Et n'oubliez pas, quand le mouvement rebelle, ou je ne sais pas comment ils appellent, ils ont des... non seulement les intérêts sont divergents, ils sont aussi convergents. Ils ont... vous voyez, on a fait assassiner notre leader. Si on se laisse faire, ça va arriver à vous. Alors mettons-nous ensemble pour régler cette histoire-là. Faut-il retourner encore appeler la France, encore qui se chine dans le désert là. Elle ne sait même pas là où donner de la tête et... C'est les Tchadiens qui sont toujours appelés à la rescousse. Il va falloir... il faut que nos chefs d'État décident de s'asseoir. Si ça doit prendre une semaine, qu'ils s'asseyent quelque part ensemble, qu'ils appellent tous les états-majors confondus, n'est-ce pas, et qu'ils décident réellement de ce problème de la sécurité. Et qu'ils s'imposent à eux-mêmes des normes, aussi bien financières, puisque la guerre, c'est d'abord l'argent, matériel et ainsi de suite. Et qu'ils invitent avec elles, qu'ils invitent du moins avec elles les puissances qui ont pour capacité militaire de vaincre le terrorisme, comme la Russie, comme le fait aussi bien en Centrafrique ou ailleurs. Donc il faut plus rester dans un schéma politique. Le dernier point sur lequel je vais sauter rapidement pour chuter, c'est l'idéologie. Que devient l'idéologie démocratique ou autocratique ou plutocratique ou je ne sais pas quelle idéologie on se donne aujourd'hui. L'Afrique est en pleine perdition. Sommes-nous aujourd'hui en démocratie réelle en Afrique avec les 5e, 6e, 9e mandats? Je me pose la question. Si tel n'est pas le cas, nos dirigeants n'ont qu'à prendre sur eux de dire bon voilà, nous avons essayé la démocratie, elle a échoué, allons sur nos terrains. Le peuple comprendra. Moi, vous savez, il faut que nos chefs d'État aient cette ouverture d'esprit. Il faut qu'ils le disent ouvertement. Ça viendra. Non, c'est pas, on ne peut pas attendre longtemps. Parce que pendant ce temps, on est en train de s'enfoncer. Si ça ne va plus, non, écoutez, retournons à nos coutumes et traditions ancestrales. Et on remet les pendules à l'heure, quelqu'un est là, on met des gens autour de lui, il conduit, il tombe et on amène autre. Et ça continue. Mais on ne peut pas continuer à être l'objet, n'est-ce pas, d'un dictat idéologique des Occidentaux qui nous disent c'est la démocratie, il se passe des choses qui ne sont pas vraies et ils ferment l'œil. Il faut arrêter de nous prendre pour des briques de 12. Maintenant on est plein, ce n'est plus creux là, on a des trucs, on voit, on entend et on analyse. Il faut que nos chefs d'État nous disent. Parce que vous voyez, c'est toutes ces velléités là qui poussent à des propos ethniques, régionalistes, ethnocentriques, etc., etc. Et quand c'est comme ça, ne soyez pas surpris que l'État se déchire. Et plaise à Dieu, si c'est lui qui a les armes, qui se sent plus fort, alors il fait la loi. Au détriment de tout le monde. Donc réfléchissons, cherchons les voies et moyens. Et nous autres, nous y pensons tous les jours. Lors de nos débats, on échange énormément. Mais il faut qu'on ait l'oreille. Qui nous écoute? Personne. Les gens vous écoutent, peut-être qu'ils ne mettent pas en application ce que vous dites. Ils nous écoutent sans nous écouter. Voilà, mais c'est quelqu'un qui écoute la musique et qui ne sait pas ce que raconte cette musique-là. On danse beaucoup, on suit des morceaux, mais on ne se tue jamais à savoir que dit le morceau. Alors, Emel Guérin, on est forcément tous d'accord aujourd'hui que ce sont des ennemis de la paix qui ont commandité cet assassinat de Ould Sidati. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Forcément des ennemis de la paix. Ennemis de la paix, je ne crois pas, parce qu'il n'y avait pas la paix. Non.
Il n'y a pas la paix. Mais aussi, il était dans une logique. Il y a un statu quo qui a rangé les partis en place. Parce qu'il a évoqué tout à l'heure le trafic, le business qui se fait dans cette partie du Nord, trafic de drogue, trafic de l'or, trafic du tabac, d'êtres humains de tout genre. Donc ça les enrichit. Et j'ai vu tout à l'heure, il y a une manne financière intéressante qui est allouée aux signataires de l'accord. À la prise d'otage aussi. Voilà, ça, bien sûr, les prises d'otage, donc ça leur plaît bien sûr, statu quo. L'armée et l'État est loyal aussi de réfléchir, d'être attentiste sur l'accord de l'Alger. Je reviens toujours sur cet accord. C'est cet accord qui est le problème. Et sera le problème tant que la communauté internationale, l'Algérie va obliger l'État malien à signer, à respecter en l'État cet accord. Pourquoi? Car vous savez que cet accord, les Maliens estiment que c'est un accord qui a été signé à la sauvette, avec le couteau sur la gorge, puisque c'est suite à la défaite de l'armée malienne en 2014 que les négociations ont commencé pour aboutir à la signature de cet accord en 2015. Et vous savez que cet accord jusqu'à aujourd'hui n'a pas été mis en application. Non seulement ça n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale. Un accord qui engage toute la nation devait être débattu à l'Assemblée nationale. Cet accord ne peut pas résister devant un référendum. Ça va être rejeté catégoriquement à la majorité extrême même. Ça ne peut pas. Ça veut dire qu'il faudra un travail de communication pour expliquer, pour faire la pédagogie au peuple malien pour qu'il puisse accepter cet accord. Donc, ceux qui ont commis, je pense, c'est vrai, peut-être que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un statu quo, mais les rebelles sont toujours armés et attendent juste un petit clic pour commencer à tirer encore. Et c'est peut-être ce que ceux-là cherchaient, sachant que quand ça va encore se mettre à tirer au nord, l'armée malienne sait qu'aujourd'hui que cette rebelle ne peut plus entrer à Bamako, ne peut plus avancer, compte tenu de la force Barkhane, la force de l'ONU, tout ça, ce sera difficile. Et peut-être qu'ils sont en train de se renforcer. Moi, je ne suis pas partisan de négocier pour en aboutir à la compromission. Comme on le dit, de compromis en compromis, on aboutit à la compromission. La compromission est très dangereuse pour le peuple. Si l'armée malienne était forte, était bien organisée, je crois qu'elle pourrait venir à bout à cette rébellion et ne pas céder facilement. Parce que quand ça se passe comme ça dans une république, lorsque quelqu'un se fâche, surtout que ceux-là qui se sont levés en présence sont une minorité dans la population, à peine 12%, dans la population malienne qui compte 1 million d'habitants aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Lorsque une certaine frange de la population se lève, arrive à avoir des armes et se lève, ça met à genoux toute une république. C'est dangereux. Moi, je suis partisan d'un État fort et très fort, qui s'impose, pas un État qui brutalise sa population. Mais il faut que l'État soit fort pour s'imposer, pour faire appliquer les lois de la République, pour ne pas céder à toute rébellion, à toute sédition. Ça va mettre en mal. Parce que vous savez, ceux qui sont les vraies victimes, ce sont les populations civiles. Des milliers déplacés, des milliers de morts tous les jours. C'est mal, c'est pathétique pour l'Afrique. Et c'est ça qui repose la question de nos armées. Nos armées sont-ils formées pour défendre nos frontières, pour assurer notre sécurité, ou pour nous brimer, ou pour nous brutaliser? C'est ça la brutaliser. Doit-on répondre à cette rébellion? Doit-on réagir aujourd'hui militairement à la question? On sait que l'accord de 2015, on va le dire, ça n'a servi à rien concrètement jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prônez? Mais il faut renégocier. Je pense donc retourner à la table de négociation. Absolument. Il faut retourner à la table de négociation et l'État malien, je serais eux que je vais m'imposer maintenant pour dire il faut que c'est le moment de renégocier, de revisiter l'accord du Mali pour que ce qui défavorise réellement la population soit revu, pour que les injustices, vous savez, ces rebelles ils ont un chèque à blanc, tout leur est permis, avec tous les avantages financiers qu'ils ont. On ferme les yeux sur les exactions qui commettent tous les jours sur les populations. J'ai dit tout à l'heure que la charia est appliquée dans le nord du Mali, absolument. Et ça, or, l'État malien
La République malienne est une république laïque, à ce que je sache. Et donc, il faut faire respecter les lois du Mali. Donc, cet accord doit être renégocié. Si on ne peut pas négocier, je souhaiterais que l'État malien reforme son armée et aille en guerre pour aller libérer le nord du Mali. Possibilité d'aller en guerre pour aller libérer le nord. Moi, je suis partisan de la négociation. Il faut privilégier la négociation comme un mode de règlement. Oui. Ceux qui ont des velléités de guerre, les velléités de guerre s'imposent à nous. On n'y va pas de manière volontaire. Elles s'imposent parfois à nos dirigeants. Oui. Si, comme il a dit, il faut négocier, il faut revoir. De toute manière, les accords d'Alger, là, c'est à revoir. Même le plus idiot, le Malien le plus idiot n'acceptera pas cet accord-là. Impossible. Il y a des points qui sont bien dans les accords d'Alger, mais il y a des points vraiment, ils sont fallacieux. C'est même pas la peine. De deux, ceux qui refuseront d'aller à cette table de négociation doivent être considérés purement et durement comme des ennemis de l'État. Mais c'est ça. Et dans ce cadre, mon cher ami, on va faire comme Poutine. On va jusque dans les chiottes. Il ne faut pas faire des... Je vous ai dit, pour ce qui est de partisan pays, de le diviser ou de prendre en otage, moi, Souleymane Hamzat, vous me donnez les responsabilités, je mettrai de l'ordre. Mais c'est ce que font les rebelles, les ex-rebelles. Je mettrai de l'ordre, de gré ou de force. Vous voyez? Parce que non seulement vos actes poussent à l'instabilité d'autres pays, vos actes poussent à l'instabilité des communautés, vos actes poussent au départ des populations dans tous les... Et vous, dans vos fauteuils là-bas, vous êtes assis, vous sirotez tranquillement vos chambres. Vous ne vous rendrez pas... Parfois, nous dirigeants, je crois qu'il faut faire des mises en simulation. Vous voyez? Il faut les envoyer sur des théâtres de guerre et les amener à comprendre. Non, je ne dis pas ça pour rigoler. Prenez ça au sérieux. Ouais, même... J'ai souvent vu le général Kérékou aller au camp de Ouida et se mettre dans des conditions un peu délicates, quitte à rentrer dans certains exercices de sécurisation, etc. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé ici à Porto-Novo, à l'Assemblée, une simulation de mise en harmonisation des forces par rapport à une attaque terroriste sur le siège de l'Assemblée. Voilà des choses auxquelles doivent participer les populations. Voilà des choses auxquelles doivent participer nos dirigeants. Ils ne savent rien de ce que c'est que la guerre. Vous savez, quand ça tourne, je vous ai dit, il n'y a pas de ministre qui fait conseil des ministres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, la sécurité doit rester le leitmotiv de tout dirigeant. Si nous devons élire quelqu'un qui vient, on doit lui poser la question de savoir quel est votre premier point de politique générale. S'il ne parle pas de la politique sécuritaire, il faut chiffonner son programme et le mettre aux poubelles. Parce qu'aujourd'hui, et vous voyez, j'avais parlé de ce phénomène sur une émission en 2014, Canal 3 Monde, où je disais que les dirigeants qui vont se refuser de se lever pour aller lutter au Tchad, là, ils verront le terrorisme à leur porte. C'est évident. Oui. C'est parti du Tchad, c'est rentré au Niger, c'est rentré au Burkina, c'est rentré... On nous a frappé au nord là, et au Togo aussi, ça commence, C'est déjà ça. Et le Ghana aussi, on a entendu parler d'une sécession, un groupe de sécession. Il faut que nos dirigeants se réveillent enfin et se disent, bon voilà, maintenant il faut faire face à la réalité. S'ils le font, ils le font pour nous, ils le font pour les générations qui viennent, et certainement pour les arrière-petits-enfants. Mais s'ils refusent de faire, je l'ai souvent dit, refuser de subir, c'est passer à l'action. S'ils refusent de prendre leurs responsabilités maintenant, ils seront responsables et comptables de la situation sécuritaire actuelle du continent. Et ça, comme je l'ai dit, on négocie qu'avec ceux qui ont l'intention de négocier. Ceux qui refusent de négocier, on y va au détail. Alors au Mali, il y a aussi la question de Farabougou, où des terroristes ont donné jusqu'à ce jeudi 15 avril à l'État malien pour décider de quitter la zone ou non. Quelle est votre lecture? Est-ce que l'État malien doit se retirer ou peut-être attendre des attaques terroristes très prochainement dans la zone? C'est un défi, c'est une arrogance pour ma part envers l'État malien. L'État demeure l'État. C'est une république. L'armée malienne est dans un rôle régalien et ne doit jamais céder à des chantages, à
de la provocation. Il faut que l'armée réagisse. Vous ne pouvez pas demander à l'armée de quitter. Et c'est ça le problème des djihadistes, des terroristes. C'est aussi un problème idéologique, fortement idéologique. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils font leur part de l'islam. C'est possible. Ils brandissent le même Coran, les djihadistes aussi. Et qui ne savent pas lire. Mais c'est écrit noir sur blanc. Qui ne savent pas lire. Il faut égorger. Comme dans la Bible aussi, c'est pareil, les religions. Qui ne savent pas lire. On a pris des terroristes islamisants à qui on a donné le Coran, ils n'en étaient pas capables. L'armée ne doit pas céder, pas du tout, à cette injonction des terroristes. Alors, la Katiba Massina, qui avait donné un délai de 2 mois donc, au gouvernement pour réagir, ce délai prend fin. Alors, on sait que le village vit sous blocus depuis 6 mois. Que doivent faire les autorités maliennes? La question serait plutôt que faisaient les autorités maliennes depuis 6 mois que ce groupe-là s'est levé et a donné un ultimatum. On s'occupe des... C'est ce que je vous dis. On ne se soucie pas des questions sécuritaires. On pense aux fauteuils, on pense aux avantages, on pense à tout ce qui s'ensuit, mais on ne rend pas service à la nation. Et quelque part, est-ce que ce n'est pas la responsabilité des autorités maliennes qui ont estimé qu'il fallait discuter avec certains terroristes? Visiblement, il y a eu des échanges qui ont abouti donc à ce semblant de paix là. En une minute, les autorités de transition, quand ils prenaient le pouvoir, pour moi, c'était de refaire de l'armée malienne une armée forte et puissante. Mais ils sont loin du compte. Ils sont dans des détails qui ne... Est-ce que vous pouvez faire un bilan de la transition jusqu'à là? Rien que dalle. Je vois pourquoi l'imam dit qu'on se réveille. Emel Guérin, 30 secondes. Oui, il y a seulement... je pense que l'armée malienne doit essayer d'encadrer les milices comme au pays d'Ogon qui s'organisent aujourd'hui, compter sur la population pour régler cette question sécuritaire. La population est le seul appui sur lequel nos armées vont compter pour la crise sécuritaire qui menace partout et qui est inévitable. La crise sécuritaire par rapport au terrorisme est inévitable dans notre pays aujourd'hui. Et l'exemple du pays de Dogon dont je parle tout à l'heure est extraordinaire. Au moins dans les zones qu'ils occupent, ils ont pu au moins sécuriser cette région-là contre les percées djihadistes. Donc il faut le soutien de l'armée pour et soutenir ces milices-là. S'il n'y en a pas dans les régions, qu'ils les suscitent même ces milices, comme ça se fait au temps de la Révolution ou en Russie. Oui, mais par rapport aux milices, on sait qu'il y a un risque quand des gens qui ne sont pas forcément des militaires chevronnés, formés pour cela, détiennent des armes. Il y a parfois des exactions. On l'a vu au Mali ou au Burkina. Au Mali aussi, où on sait que des communautés qui se retrouvent armées, qui disent défendre leur communauté, peuvent se lever et aller s'en prendre à d'autres communautés. Pour aller un peu plus loin, je vous donne le cas de l'ethnie Maasai au Kenya. Vous voyez ce qui se passe? Parce qu'ils ont pu avoir des armes qui sont venus d'autres champs de guerre. Mais quand vous rentrez dans leur région, là, vous voulez faire le pan, ils n'hésitent pas à aller aux armes. Au vu et au su des autorités kenyanes. Et rien ne se passe. Donc, il faut... Moi, je suis pour les... On appelle ça, en termes un peu plus techniques, des cellules... ça s'appelle des cellules de sécurité. Hein, qu'on peut organiser au niveau le plus bas. Mais il faille que les chefs d'État et de l'armée prennent ses responsabilités à ce genre de velléité et ne se fassent plus chanter. Emel Guérin, c'est bon? Oui, je suis pour les milices comme l'a bien démontré le colonel burkinabé Boukari et appelé le lion de Burkina. Voilà. Il insiste que sans les milices, on ne peut pas réussir cette lutte asymétrique. Voilà, vous êtes Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui sur le Rwanda, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Merci de nous avoir suivis sur ce débat donc, qui était consacré entièrement à l'actualité au Mali. À très bientôt pour notre numéro d'Angle de Vue.